Salam alaikum. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais continuer à donner la solution des exercices d'analyse fonctionnelle de la série de travaux dirigés numéro 2 que j'ai enseigné pendant l'année universitaire 2020-2021 pour les étudiants de licence sciences mathématiques pendant le semestre 6. Alors nous allons voir l'énoncé de ces exercices. Voici donc le début de la série. Les exercices 1 et 2, nous les avons faits il y a quelques jours. Nous avons donné les solutions. Alors aujourd'hui, nous allons corriger les exercices suivants, quelques exercices. Bon, on commencera par l'exercice 3. Que l'on voit ici. Alors plus précisément, nous allons voir ça de plus près. Voici l'exercice, c'est l'exercice 4, je l'ai noté 4. Bon, c'est pas important la notation de l'exercice, mais surtout, il faut donner la solution de l'exercice. Alors, l'exercice numéro 4 nous dit de montrer que si nous avons une base hilbertienne dans un espace de Hilbert, alors ce n'est pas une base algébrique. Alors je rappelle qu'une base hilbertienne, c'est une famille orthonormale totale. C'est-à-dire S est une base hilbertienne de H si S est une famille orthonormale et l'espace engendré par S est dense dans H. Donc soit epsilon n une telle base hilbertienne. Nous allons montrer qu'elle n'est pas algébrique. Alors, dire que S est une base algébrique, ça veut dire que S est une famille libre. Alors, même si S est infini, alors qu'est-ce que ça veut dire libre? Ça veut dire que si vous prenez n'importe quelle partie finie de S, c'est un système libre. On sait ce que ça veut dire, une famille finie est libre. Alors pour une famille infinie, elle est libre si toute sous-famille finie de cette grande famille est libre. Et c'est une base algébrique si tout élément de H s'exprime comme une combinaison linéaire finie de cette famille. Bon. Alors, pour indication, on nous dit de montrer que cet élément, cette série, forme un élément X de H et que ce X ne peut pas appartenir à ce que j'ai noté ici, c'est l'espace engendré par cette famille, c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons linéaires finies de cette suite epsilon. D'abord, est-ce que cet élément existe? Autrement dit, est-ce que cette série converge? Bon. Alors, nous allons voir comment se comportent les familles partielles. Donc, je prends cette famille partielle de cette série. Bon, c'est une série dans l'espace de Hilbert H. Alors, tous les espaces de Hilbert, quand je ne précise pas sur quel corps, c'est sur le corps C. Donc, Sn est une somme finie d'éléments de H. Et c'est la somme partielle. Dire que cette série converge, ça veut dire que Sn admet une limite. Et si cette limite existe, alors cet élément X, c'est cette limite et il a un sens, c'est un élément de H. Alors pour montrer que Sn converge, il suffit de montrer qu'elle est de Cauchy parce que notre H est un Hilbert. Il est complet. Alors je fais Sm moins Sn, c'est-à-dire somme partielle pour un M plus grand, disons, que n, donc Sm moins Sn, c'est la somme de n plus 1 jusqu'à m, en supposant que m est plus grand que n. Et ceci, alors là, regardez, nous avons dit que epsilon n est une famille orthonormale. Donc les epsilon k sont orthogonaux 2 à 2. Quand vous faites cette somme d'éléments orthogonaux, d'après Pythagore,
cette norme au carré, c'est la somme des normes de chaque élément. 1K, la somme des normes au carré de chaque élément 1K, epsilon K. Or, 1K, epsilon K, sa norme c'est quoi? C'est 1 sur K. Pourquoi? Parce que epsilon K est un élément de la base hilbertienne. Donc, sa norme, c'est 1. Et la norme au carré de epsilon K sur K, c'est 1 sur K au carré. Donc, c'est ça. Et puisque la série 1 sur K au carré est convergente, cette somme Sm moins Sn, donc qui est égale à ça, va vérifier le critère de Cauchy. Que vérifie cette série convergente dans R même? Et donc, on peut rendre ceci inférieur à epsilon pour m et n assez grand, sans écrire ce epsilon, etc., etc. Donc, Sm moins n au carré peut être rendu inférieur à epsilon pour m et n assez grand. Et donc, si vous prenez la racine, Sm moins n sera rendu inférieur à epsilon aussi. Il suffit de prendre epsilon au carré pour ça. Et donc, vous aurez ceci Sm moins n inférieur à epsilon pour m et n assez grand. C'est-à-dire à partir de n et m tous supérieurs à une valeur donnée, 1, 0. Alors maintenant, Sm moins Sn est de Cauchy. Donc, comme j'ai dit, donc Sn converge dans H et la limite de Sn par définition de la définition d'une série, c'est X. Et ce X existe bien. Maintenant, ce X n'appartient pas à ça. Voilà ce que nous allons montrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un raisonnement par l'absurde. Hein? On va faire un raisonnement par l'absurde. Donc, supposons que X appartient à l'espace engendré par cette famille. Ça veut dire que X est une combinaison linéaire finie d'éléments. Donc, alors, il va exister des complexes alpha 1, alpha 2, etc. Hein? Il existe alpha 1, je n'ai pas dit appartient à C, mais c'est des complexes, des scalaires. Et bien sûr, il va exister un entier n, tel que x est égal sigma de alpha k xk. Il se peut que ce alpha 1 soit 0, alpha 2, il existe un nombre fini de scalaires tel que on puisse avoir x égale sigma de ces scalaires fois le epsilon correspondant dans la base. Mais comme je peux compléter les alpha 1 par des zéros, je peux donc dire que x commence par sigma k égale 1 jusqu'à n alpha k, epsilon k, quitte à quelques valeurs de alpha k soit nul. Donc nous avons cette écriture. Regardez qu'elle est finie. Maintenant, je prends un entier grand L plus grand que n, un entier naturel. Grand L plus grand que n. Et je fais le produit scalaire de x par le epsilon L, l'élément de la base hilbertienne d'indice grand L, qui est un entier. Donc x, d'après cette écriture, je remplace ici x, et là epsilon n. D'après la linéarité du produit scalaire à droite, donc je peux sortir les alpha k, et donc j'aurai la somme des produits scalaires de epsilon k, epsilon l. Or, le produit scalaire, comme nous avons dit que la famille epsilon k est une famille orthogonale, puisque elle est plus grande que n, donc elle ne peut jamais être égale à un alpha k lorsque k est compris entre 1 et n. Donc, ces éléments sont orthogonaux et la somme des zéros, ça va donner 0. X epsilon L égale à 0 si L est plus grand que ce grand N. Bien, nous avons utilisé l'écriture de X. Relation 3. Mais X a une autre écriture, relation 2. Alors, je vais l'utiliser maintenant. Mais, en utilisant la relation 2, cette écriture elle-même peut s'écrire de cette façon, en utilisant la relation 3. Là, nous avons une somme finie. Donc, ceci, c'est la limite des sommes partielles finies. Hein? Ici, si vous voulez, Sn, parce que x, c'est la limite de Sn. Donc, je peux écrire ici, limite de Sn, je peux le faire sortir grâce à la continuité du produit scalaire à droite aussi. Hein? Théorème de Riesz, vous le savez. Donc, et donc, ici, nous avons la limite de ça. Mais attention, ceci, si petit n est inférieur à grand N, nous avons dit que ceci est nul. Mais ici, n tend vers l'infini. Dès que n est supérieur à grand L, dans cette somme, il y aura un epsilon L ici. Et epsilon L avec epsilon n va donner 1. Et là, on aura 1 sur L2. Donc, on aura en fait cette suite-là
la valeur de cette suite, elle est 0 si n est inférieur, petit n inférieur strictement à L, mais à partir de L, n égale L, tous les éléments, cette suite est constante égale à 1 sur L2. Et donc sa limite, c'est 1 sur L2. Par contre, et là, qu'est-ce qu'on voit? Cette même valeur admet égale à 0, mais d'autre part égale à 1 sur L2. Donc il y a une contradiction. C'est absurde, et c'est l'hypothèse que nous avons faite qui est fausse. X n'appartient pas au sous-espace engendré par cette base hilbertienne. Alors, vous remarquez que cette base hilbertienne est infinie. Évidemment, lorsque la base hilbertienne est finie, si H admet une base hilbertienne finie, il sera de dimension finie, et c'est une base hilbertienne, en même temps une base algébrique, une base orthonormale algébrique. Voilà. Alors maintenant, nous passons à l'exercice suivant, l'exercice 5. Alors ça, c'est l'exercice 5, nous demande de montrer ces relations-là. Alors d'abord, l'adjoint. L'adjoint, nous allons rappeler un petit peu sur l'adjoint. Donc, bon, l'adjoint, on peut le définir entre H1, H et H dans le même espace de Hilbert. Mais pour la généralisation de cette théorie de l'adjoint, je préfère le faire dans le cas général, c'est-à-dire entre deux espaces de Hilbert, notez bien de Hilbert. D'ailleurs, pour l'existence de l'adjoint, on a besoin du théorème de Ries. Et c'est pour ça que je préfère donc, d'ailleurs, on le définit entre deux espaces de Hilbert. Et en général, dans les livres, vous voyez l'adjoint défini presque souvent dans le même espace H vers H. Mais dans le cas général, donc, soit T un opérateur de H1 vers H2. Continu. Alors, il existe un opérateur linéaire continu unique, noté T étoile, de H2 vers H1. Regardez, T va de H1 vers H2, T étoile fait le chemin inverse, le retour H2 vers H1. Pour autant, ce n'est pas un inverse, attention. Ce n'est pas l'inverse, mais c'est l'opérateur adjoint. Alors, comment il définit cet adjoint? Par cette relation T de x, y. Alors là, je note 2. Qu'est-ce que ça veut dire 2? Ça veut dire le produit scalaire dans l'espace d'arrivée H2. C'est pourquoi je mets 2. Et là, 1, parce que x et t étoile de y sont dans H1. Voilà la relation de définition. Il existe un t étoile unique. Dès que vous voyez t de x, y avec produit scalaire dans l'espace d'arrivée égal à x fois un opérateur, disons, s de y, quel que soit x et y, alors ce s, c'est t étoile. Parce qu'il y a unicité. Il n'y a pas deux opérateurs différents qui vérifient cette même propriété. J'insiste là-dessus parce que nous allons l'utiliser dans cet exercice. Alors, nous avons un autre renseignement, c'est que la norme de t étoile et la norme de t, c'est la même chose. Bien. Donc maintenant, nous allons répondre à ces questions pour l'adjoint. Donc, alors, là, pour avoir, lorsque je vais composer, j'aurai besoin d'un opérateur de H2 vers un autre espace, H3, dans la dernière question. Tout d'abord, T étoile. Étoile, c'est T. Voilà. Alors, je prends donc ça, quel que soit x appartenant à H1, quel que soit y appartenant à H2. Alors, cette relation qui définit, qui définit dans le cours l'opérateur T étoile, je vais l'appliquer, mais pas pour T. Je vais l'appliquer pour T étoile. Donc là, je vais avoir la norme de l'espace arrivé, c'est, le produit scalaire de l'espace arrivé 1 avec T étoile de x, je ne sais pas ce que j'ai mis. Voilà. Là, T étoile de y. T étoile de y. Donc, juste échanger les rôles. Vous mettez x à la place de y et t étoile à la place de t. Donc, t étoile y, x, produit scalaire dans l'espace d'arrivée parce que t étoile va de H2 vers H1. Donc, ça, l'espace d'arrivée maintenant. Égal à y, t étoile de x. Ça, c'est la définition de l'adjoint.
Bien. La définition de l'adjoint de T étoile. D'après cette relation, écrite pour T étoile, pas pour T. Maintenant, cet élément, je le prends ici. D'après les propriétés du produit scalaire, ça c'est le conjugué de, j'inverse les positions ici, de x t étoile y. Oui, mais avec cette relation x t étoile y, c'est ça. Donc je mets dx y2. Et le conjugué de ceci, maintenant, ça donne ça, quel que soit x, quel que soit y dans les espaces H1, H2 respectivement. Comparez ça avec ça, avec ça. Donc d'après l'unicité, cet opérateur t étoile étoile est forcément égal à t, d'après l'unicité de l'adjoint. Et donc on a t égale t étoile étoile, tout simplement. Pour la deuxième propriété, très facile à démontrer, l'adjoint d'une somme, l'opérateur, c'est la somme des adjoints. Très facile à démontrer. Nous allons partir de t plus s x y 2. Donc là, nous avons s et t, tous les deux des opérateurs de H1 vers H2. T plus S, X, Y, d'après la linéarité, position numéro 1 ici. Donc c'est T de X plus T plus S de X, produit scalaire avec Y. Et d'après la linéarité, d'abord ici c'est d'après la définition d'une somme T plus S de X, c'est TX plus TX. Maintenant, d'après la linéarité du produit scalaire, c'est TXY plus SXY. Et d'après la définition de l'adjoint que j'ai montré tout à l'heure, ça c'est xt étoile y, produit scalaire dans l'espace de départ. Même chose ici, avec S. Maintenant, d'après la linéarité, l'antilinéarité à gauche, je peux faire la somme de ceci, t étoile y, s étoile y, dans le même nombre, parce que x est le même, là et là. Alors regardez ça. Le seul opérateur qui vérifie ceci, quel que soit x, quel que soit y, respectivement dans H1 et H2, c'est t plus s étoile. Et donc, d'après l'unicité, là, ceci ne peut être que cet adjoint t plus s étoile. Même chose pour le produit avec un scalaire complexe alpha. Donc, je prends x, y, comme ici, mais avec un scalaire quelconque. Alors, alpha t, c'est quoi par définition? Alpha t de x, c'est alpha fois t de x. Donc, d'après la linéarité, je sors le alpha. Et d'après la définition de l'adjoint, c'est xt étoile de y, avec produit scalaire dans l'espace de départ. Maintenant, le alpha, je le ramasse et le fais entrer dans la deuxième position, donc il porte une barre, c'est l'adjoint, c'est le conjugué que je mets ici. Alors maintenant, cette égalité étant vraie, quel que soit x, quel que soit y, alors cet opérateur-là ne peut être que l'adjoint, parce que l'adjoint de alpha t, c'est le seul qui vérifie ça. Donc alpha bar t étoile, c'est-à-dire alpha conjugué, le conjugué de alpha fois t étoile égale au conjugué de alpha t. Très bien. Pour montrer la relation D, voilà ce que je vais démontrer. Le module, la norme de T étoile T, alors je précise que T étoile T, c'est T étoile composé avec T étoile rond T. Et pour simplifier, on l'appelle T étoile T. Et ça, c'est T rond T étoile. T composé avec T étoile. La norme de ça et ça, c'est norme de T au carré. Il est évident que si ceci est vrai, E est une conséquence immédiate. Donc, je vais démontrer le E avant. Donc, si D est vrai, si T étoile égale à 0, ça veut dire qu'il est nul. Donc, sa norme est nulle. Et donc, norme T au carré est nulle. Et donc, norme de T est nulle. Et T est nul. Parce qu'un opérateur est nul, c'est seulement si sa norme est nulle. E, c'est une évidence d'après D. Montrons D. Je prends un élément de la boule unité dans l'espace H1. Pourquoi je mets la norme?
un x quelconque dans la boule unité fermée. Alors, Tx, norme de Tx de au carré, c'est par définition Tx, Tx. J'utilise l'adjoint, ce T, je le mets de l'autre côté, mais avec la star, l'étoile. T étoile, Tx. Maintenant, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ceci est inférieur à... Regardez, ça c'est un réel. C'est un réel. Pourquoi? Parce que c'est un carré. Et ceci, c'est un réel. Donc, même si vous ne voyez pas la valeur absolue, c'est en fait... il est égal à sa valeur... pardon, le module, il est égal à son module parce qu'il est réel. Donc, Cauchy-Schwarz implique... C'est un réel inférieur à la norme du premier fois la norme du deuxième élément dans ce produit scalaire. Et puisque x est dans la boule unité, donc c'est inférieur tout simplement à ça. Quel que soit x dans la boule unité, vous passez au sup lorsque x parcourt la boule unité et vous obtenez, d'après la définition de la norme, norme de t au carré est inférieure à t étoile t. Voilà, tout simplement. Alors, d'autre part, t étoile t est inférieur à norme de t étoile fois norme de t. Alors, cette relation, elle est toujours vraie. Lorsque vous avez S rang T, sa norme est inférieure à norme de S, norme de T. Moi, je l'ai écrit dans le chapitre 1. Je vais vous le montrer. Évidemment, c'est pas que je dis que c'est elle est dans tout livre, mais juste que les gens oublient ceci. Donc, je vais faire un petit détour vers le cours pour voir cette relation, où est-ce qu'elle est mise. Juste un instant. Regardez ici, si vous avez E et F et G, trois espaces vectoriels, A appartenant à L de EF, c'est-à-dire les applications linéaires continues de E vers F. Parce que pour pouvoir parler de normes, il faut la continuité. La norme, vous savez comment elle est définie, le sup de ça, par exemple, c'est le sup de norme de A de X, lorsque X parcourt la boule unité de E. Donc, si on a dans cette situation, A est un linéaire de E vers F continu, B linéaire de F vers G continu, alors B rang A, c'est ce que j'ai noté, BA, pour simplifier. La norme de BA est inférieure à la norme de B, norme de A. Toujours, quelles que soient les circonstances. Norme de BA, ou si vous voulez, B rang A, est inférieure à la norme de B fois norme de A. Évidemment, avec les espaces respectifs. Là, tout est clair et précis. Comment sont les opérateurs. Cette relation, toujours vraie. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici. Je vous rappelle que nous avons montré ça. Et maintenant, d'après cette propriété qui est toujours vraie, si vous voulez, A rond B la norme de A rond B est inférieure à la norme de A, norme de B, appliquée à T étoile T, c'est inférieur à la norme de T étoile, norme de T. Mais nous avons dit dans le rappel du cours SIO que norme de T étoile, c'est T. Donc ici, norme de T au carré. Alors donc, j'ai cette inégalité et j'ai l'inégalité réciproque, l'inégalité dans l'autre sens. Par conséquent, on a l'égalité. Ça, c'est le cours T étoile, norme de T, c'est écrit ici dans le rappel que j'ai écrit si haut. Hein, voilà. Le voilà. Le cours nous dit que norme de T étoile est égale à norme de T. Donc, je viens de démontrer ça. Mais il reste à démontrer T étoile est égal à norme de T au carré. Alors, pour cela, je vais échanger les rôles de T et T étoile, sachant que T étoile, c'est T, et donc on obtient de la même manière, T. Comme on a obtenu ça, en échangeant les rôles, nous obtenons T étoile est égal T étoile au carré, mais nombre de T étoile, je viens de vous rappeler que c'est nombre de T, donc on a ceci, et il y a l'égalité. Je viens de dire pourquoi c'est nul. Il suffit de lire. Alors maintenant, la dernière égalité, c'est que maintenant, vous avez L est un opérateur de H2 vers H3. H2 vers H3.
Donc L de H2 vers H3. Si j'applique la définition de l'adjoint pour L, donc L, ça, LSX maintenant jouons le rôle de X dans la définition que nous avons vu tout à l'heure. Donc L de S de X va se translater ici vers, alors ça c'est la norme dans l'espace d'arrivée de L, est égal S de X, L étoile de Z, dans la norme de l'espace de départ pour L. Maintenant, appliquons maintenant cette relation de l'adjoint, mais cette fois-ci avec S. Donc, le produit scalaire dans l'espace de départ, S de X, L étoile de Z, je vais faire passer S de l'autre côté, donc ce sera S étoile de ceci. S étoile, L étoile, Z, 1. Maintenant, regardez ça et ça. Et vous avez cet opérateur S, L de S, X, Z, dans la norme d'arrivée de LS, pas la norme, je m'excuse si j'ai dit la norme un peu plus bas, c'est dans l'espace d'arrivée, produit scalaire de l'espace d'arrivée, qui est 3, est égal à X. Produit scalaire, qu'est-ce que je dois avoir ici? Produit scalaire de LS, c'est-à-dire LS. LS étoile. LS étoile. Mais je viens de trouver un opérateur qui vérifie ça. Alors, d'après l'unicité, ce S étoile, l'étoile n'est autre que ça. Il est égal forcément à ça. Voilà. Alors, vous remarquez que on met l'étoile pour chacun, mais dans un sens, dans le sens inversé. C'est-à-dire d'abord S étoile, ensuite L étoile. Mais dans la conjugaison des opérateurs, donc c'est ça qui... Donc, en fait, le L étoile va aller de H3 vers H2. Et S étoile va aller de H2 vers H1. Donc ici, nous avons S étoile rond L étoile est égal à l'adjoint de LS. Voilà pour cet exercice. Enfin, nous avons un dernier exercice aujourd'hui. Alors ça, c'est des relations très importantes dans la théorie des opérateurs. Alors, je répète que, avant de terminer, que il y a beaucoup d'exercices encore à voir. Nous avons beaucoup d'exercices à voir, mais faute de temps, parce qu'il y a beaucoup de tâches que je fais, pas seulement ceci, je fais donc des cours de soutien à nos étudiants dans plusieurs disciplines, donc les premières années, donc SM, SVT, aussi un cours sur les séries numériques. Donc j'avance, mais un petit peu lentement. Donc il y a encore beaucoup d'exercices que nous allons voir. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir la liste complète des exercices de la série numéro 2, je vous laisse le lien de l'énoncé à la fin de dans la description. Alors voilà ce que nous allons démontrer. Nous avons vu ce que c'est l'adjoint. Alors l'orthogonale d'un ensemble, alors d'abord R de T, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image de T, R de T, c'est im de T, l'image de T. L'ensemble des T de X, lorsque X parcourt l'espace de départ, mais ici H, et nous avons des endomorphismes, H de H vers H, aucun problème. Alors, nous allons démontrer que le noyau de T étoile, c'est l'orthogonale de R de T, c'est-à-dire l'ensemble des Y qui sont orthogonaux, l'ensemble des Y qui sont orthogonaux à T de X, quel que soit X. Alors, nous allons montrer juste petit a, parce que si vous voulez avoir petit p, il suffit de mettre à la place de T, mettez T étoile. Et si vous mettez T étoile, supposons par exemple que cette propriété est vraie. Mettons maintenant petit a est vrai. Nous allons l'appliquer pour T étoile. Alors ici, quoi? T étoile, c'est T, est égal R de T étoile, donc il va jouer le rôle de T, orthogone, voilà, immédiatement. Alors pour démontrer la première, des équivalences, tout simplement. Nous allons expliquer chaque équivalence. Si Y est dans le noyau de T étoile, ça veut dire que T étoile de Y égale à 0.
Alors, un élément T étoile égale 0, ça veut dire qu'il est orthogonal à tous les éléments de H. Dans le deux sens, si T étoile Y égale 0, vous le mettez ici, produit scalaire est nul. Mais si un élément est orthogonal à tous les éléments de H, il est en particulier orthogonal à lui-même. Parce que rappelez-vous ici, T va de H vers H et T étoile aussi de H vers H. Donc s'il est orthogonal à tous les éléments de H, il est orthogonal à lui-même. Donc T étoile Y, T étoile produit scalaire qui est norme de T étoile au carré, norme de T étoile Y au carré est nulle, donc T étoile est nulle. Donc l'implication réciproque est vraie. Un élément est nul si et seulement si il est orthogonal à tous les autres éléments de H. Ça veut dire qu'il appartient à l'orthogonal de l'espace en entier H. Maintenant, cette écriture, d'après la définition de l'adjoint, c'est TXY. Donc ça égale 0, ça veut dire ça égale 0, quel que soit X. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y est orthogonal à toutes les images. Donc Y est orthogonal à Z, quel que soit Z appartenant à l'image de T. Et donc Y appartenant, puisqu'il est orthogonal à tous les éléments, donc il appartient à l'orthogonal de R de T. C'est une équivalence. Voilà, tout ça, ce sont des équivalences. La première, c'est celle-ci qui est un petit peu moins évidente, mais sachez que si un élément est orthogonal à tous les éléments, alors il est nul. Tous les éléments de l'espace où il est. Voilà donc la démonstration très simple avec d'équivalence. Et comme j'ai expliqué, B s'obtient en remplaçant T par T étoile. On aura T étoile, le reste je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc 3 exercices et la suite viendra après, Inch'Allah. Merci de votre attention. Au revoir.